Voilà, donc je suis Marc Guéquière, donc à l'INRA de Lusignan, et je dois vous parler en flash d'amélioration génétique des espèces fourragères. Donc j'espère que je vais tenir le truc. Voilà, donc ça c'est un petit résumé de l'amélioration génétique de façon oui, très générale. Donc vous voyez que c'est un flux, hein, un flux constant entre des ressources qui sont ouais, voilà, qui sont là, qu'on peut décliner à tout niveau, depuis les espèces jusqu'à les processus de domestication. Euh, une science qui est quand même la génétique assez centrale dans le système, qui est récente quand même, avec eh ben, des méthodologies, des techniques pardon, qui se sont développées, avec une étape que vous connaissez. Excusez-moi, voilà, comme la mise en œuvre de l'ADN, donc on peut dire la date de 93-90, qui remonte finalement à l'usage généralisé de la PCR. Et puis, donc maintenant, des enjeux qui sont la sélection génomique, de la mutagénèse dirigée, ce genre de choses dont vous avez entendu parler. Alors, les objectifs dans tout ça, Alors, les objectifs dans tout ça, en fait, ils sont relativement communs à beaucoup d'espèces. C'est des objectifs quantitatifs, de productivité, de qualité, de résistance. Alors, la résistance, elle est toujours bien structurée entre des stress qualifiés d'abiotiques, et donc on retrouve principalement du climat, et puis la catégorie des stress biotiques, hein, donc vers les pathogènes, et puis des réductions d'intrants. Hein, donc les trois grandes familles finalement d'intrants qui sont à la fois et aussi défavorable à l'environnement. Donc, fertilisation, herbicides, pesticides, hein, toutes choses que vous connaissez bien. Alors, là-dedans, en fait, ce qui est un peu spécifique, même tout à fait original pour les espèces fourragères, c'est au moins quatre choses. C'est que on gère en fait un niveau espèce important, hein, qui est une ressource vraiment typique de cette filière, hein. En parallèle, il n'y a que les espèces forestières en fait qui sont confrontées avec ce niveau-là. On a une chance en fait de pouvoir de ne pas avoir comment dire à produire des variétés qui sont homogènes, et donc on a ce qu'on appelle des variétés synthétiques. Ça, c'est assez particulier. L'intérêt, c'est d'avoir des temps de sélection relativement courts, et puis aussi maintenant des perspectives en sélection génomique sur au moins deux espèces modèles, une légumineuse, la luzerne, et une graminée, le raigrand anglais, hein, sur lequel a basé d'ailleurs l'étude de Thomas précédemment. Et puis dans les objectifs, on a, parce qu'on a des espèces pérennes, des objectifs de pérennité. C'est des productions qui sont é- évaluées dans un cadre de 3 à 5 ans. Les aspects de résilience, c'est-à-dire de retour à la situation antérieure, sont très importants. Et puis il y a beaucoup d'autres services qui sont dits écosystémiques, où finalement, ce n'est pas tellement la production fourragère qui va être visée que des productions alternatives, par exemple pour protéger les sols en hiver, respecter la qualité de l'eau, ou même servir de plan de campagne à une autre culture qui est la cible économique, hein, et aussi, comme l'a souligné Gaëtan, la fertilisation minérale, pouvoir bénéficier des apports des légumineuses, et aussi une contribution importante. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour vous illustrer en fait que la phénologie, qui est la variabilité en fait qui existe chez toutes les espèces, et dont a parlé aussi Thomas, et en particulier la précocité, c'est une variable en fait très importante. Et là, j'illustre juste la diversité de réponses sur la biomasse qu'on peut récolter, suivant qu'on va couper plutôt tôt ou plutôt tard. Et ici, les points sont des croisements réalisés entre une variété qui était plutôt tardive et puis une autre variété d'origine méditerranéenne qui est beaucoup plus précoce. Et vous voyez l'image que vous en avez si vous coupez, oui, relativement en saison, et puis complètement inversée si vous coupez un mois plus tard.
et qui a un impact directement sur la composition en lignine, hein, via des tiges, sur ce qu'on récolte. Et donc, également, on est constamment sur ces espèces-là à gérer des interactions assez compliquées entre une variabilité génétique, du climat, parce que ça va être plutôt des températures qui vont être limitantes en- au début du printemps, et puis plutôt de la sécheresse, et puis et finalement la date à laquelle l'éleveur va décider de couper ou non. Bon. Alors, ça, c'est ce qui nous a déterminé à utiliser ce genre de système avec un gros investissement en infrastructure, qui sont en fait des serres sur lesquelles on peut déplacer et écarter les pluies et, disons, mieux contrôler la période assez centrale du stress hydrique. Alors là, je vous ai illustré en fait l'humidité relative du sol, plusieurs horizons, un horizon relativement superficiel, les 5 premiers centimètres, et dès qu'on place l'abri à pluie, en fait, il réagit très vite et il provoque le stress hydrique rapidement sur les plantes, alors qu'il est beaucoup plus lent à se développer en profondeur. Et puis, lorsqu'on rétablit l'arrosage, en fait, on a cette restauration rapide en surface et puis beaucoup plus décalée sur la profondeur. Voilà ce que ça peut donner, en fait, d'un point de vue expérimental. Alors, tout va bien tant qu'on est au, disons, mois de mai, mais ensuite, très rapidement, lorsqu'on applique ces écarts de précipitation, eh bien, il y a une sénescence qui s'installe rapidement et il n'y a plus grand-chose à voir et à observer facilement. Et en fait, il faut attendre des périodes de repousse. Donc là, c'est l'état au mois d'octobre où en fait on a commencé à réarroser et on voit les différences s'installer entre. Alors ici, on avait utilisé une espèce qui s'appelle le dactyle, hein, qui est réputée pour être tolérante, bien tolérante à la sécheresse. Et puis ici, des régras et des fétus. Enfin, les trois espèces sont très largement cultivées dans les prairies semées. Et on voit ici que la récupération est déjà très importante et permet d'être récoltée. On va pouvoir quantifier la biomasse. Alors qu'ici, eh ben, on a déjà des traces évidentes de mortalité. Voici, il reste 2 minutes. Bon, alors là, je vais aller assez vite. Alors, ici, je montre simplement les réponses quantitatives sur de la biomasse, hein, qui montrent par exemple l'intérêt de matériels qui ont été a priori bien tolérants, comme d'origine méditerranéenne, mais qui génèrent ici une grande variabilité de réponses. Là, ici, je positionnais en fait des variétés. Alors, les variétés, elles permettent en fait de voir que on a déjà des réponses qui ne sont pas si mauvaises que ça, mais la tendance, alors j'ai mis aussi des dates d'inscription, la tendance n'est pas forcément favorable, puisqu'on a tendance à inscrire des variétés tardives, donc a priori pas forcément bonnes, et que par des voies indirectes, eh ben, on peut arriver finalement au même résultat ou à des performances voisines. Et donc finalement, ça permet d'être assez, toujours un peu, comment dire, circonspect sur ce qu'on peut faire et utiliser comme variabilité. Et là, bon, bah, c'est clair que l'origine méditerranéenne n'a pas un apport comme ça aussi visible. On pourrait y arriver d'une autre façon. Ça, c'est aussi une vérification. On peut aussi vérifier, et c'est important pour ce genre d'outil, de voir un peu ce que ça donne en vraies conditions méditerranéennes. Donc là, on tente de corréler en fait ce qu'on a pu observer dans un dispositif artificiel d'eau à pluie et des vraies réponses en utilisant des drones, des photographies aériennes et du traitement d'images. On voit aussi que les compositions hybrides, elles permettent de réaliser de bons compromis, hein, ce qui est l'objectif. Là, je vais aller un peu plus vite peut-être. Ici, c'est juste pour illustrer qu'avec des drones, on peut non seulement faire de l'image et de la caractérisation sous forme d'indices, hein, pour estimer des LAI, mais aussi on peut mesurer des hauteurs du couvert. Ici, on illustre en fait la reprise en fait après la réhydratation entre la restauration du couvert et puis la productivité verticale. Ah, donc au-delà d'une récolte qui devient plus possible à partir d'une récolteuse économique. On va Voilà. penser à conclure, je suis désolé. Alors ben, je vais conclure comme ça.
en disant que, en fait, on a beaucoup de ressources et de leviers en fait sur la production fourragère, hein, et grâce au niveau interspécifique d'ailleurs. Pour l'amélioration, on est complètement soumis en fait sur des questions d'efficacité. C'est ce qui a été souligné aussi par Gaëtan, en fait, qu'on a besoin d'idéotypes, hein, puisque finalement le contexte est changeant, il n'est pas bien déterminé, et c'est difficile de sélectionner si la cible n'arrête pas de changer. Et on a aussi besoin de connaissances qui ne sont pas encore acquises. Par exemple, on ne connaît pas bien des effets combinés de variables, par exemple, du CO2 qui augmente, mais en relation avec aussi un stress hydrique. Est-ce que le CO2, par exemple, peut pallier un petit peu ou beaucoup un stress hydrique plus important? On a besoin de savoir, là je vous ai parlé qu'il y a beaucoup d'antagonisme finalement entre de la croissance et de la tolérance. Mais il faut aussi savoir quels sont sur ces phénomènes la compétition qui va se développer entre plants. Quelle évolution il va pouvoir y avoir, surtout si on mélange des espèces à court terme. Et puis, on a aussi besoin comment dire, d'estimer des valeurs génétiques individuelles, notamment pour des caractères de tolérance. Là, ce que je vous ai montré, c'est donc des petites parcelles où on dégage en fait un effet moyen, mais on n'a aucune idée de savoir en fait si dans ces parcelles, il y a des individus qui peuvent être plus tolérants que d'autres. Et ce qui est important en fait pour déterminer des schémas de sélection, notamment des schémas à base de sélection génomique, où la valeur individuelle doit pouvoir être associée à un moment donné à un effet phénotypique. J'étais un peu vite, mais je reste libre des questions. Merci beaucoup.